Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 14 qui va du 1er au 7 avril 2024. Alors cette semaine, j'ai commencé par voir la série True Detective, notamment la saison 4. J'ai vraiment adoré cette saison, l'histoire est captivante, l'impression de surnaturel est très présente en fait dès le début, les acteurs jouent très bien, c'est un plaisir à regarder, il y a de l'horreur, du suspense, de l'angoisse, tout est au rendez-vous. Ça emprunte volontiers aux séries comme Dark et Twin Peaks, mais en ayant sa propre personnalité. C'est très très bien fait. Si vous avez aimé ce genre de série, je vous conseille de le regarder. J'ai continué mon visionnage de la série Glouton et Dragon. Alors, mea culpa, ce n'est pas du tout un épisode de fin de saison la dernière fois. C'est toujours très très fun. Mais on commence à voir que la série va partir sur un truc beaucoup plus profond que juste des idées de recettes avec des monstres. Il y a tout un pan de l'histoire qui se débloque et qui nous entraîne plus loin. J'ai aussi regardé une série que j'aime bien, qui me détend, qui s'appelle Is It Cake. On en mangerait ou pas, en fait. C'est une série toujours plaisante à regarder. En fait, c'est un espèce de concours de cuisine, de gâteaux, où les gens vont essayer de faire le gâteau le plus réaliste possible et un certain nombre de jurés vont essayer de définir quels sont les gâteaux et quels sont les leurs. Donc voilà, c'est marrant, l'animateur fait beaucoup pour le show, c'est assez sympa à regarder. Ce que j'ai vu cette semaine, j'ai vu une vidéo sur Quest. C'est une vidéo sur la chaîne Ludéo, une chaîne qui a été créée par Chris Doc, et donc ça nous explique un petit peu le jeu de rôle Quest. Le jeu de rôle Quest, donc c'est un jeu d'Heroic Fantasy, très simple, avec juste un dé 20, pas de modificateur, rien. Le but de la chaîne, donc, c'est vraiment de faire des présentations de jeux de manière très très courte, en moins d'une minute. Si vous ne connaissez pas le jeu, allez voir la vidéo, hein. Vous allez voir, c'est assez rapide et ça donne un peu le ton. Bon, j'aurais quand même aimé qu'on se parle un petit peu plus du jeu, mais bon, voilà, c'est aussi parce que j'aime bien le jeu. Cette semaine, j'ai lu un article sur Amazon qui arrête ses walkout shopping puisque on apprend que la technologie n'a jamais marché. En fait, on apprend que l'IA qui était derrière cette technologie des magasins sans caisse, en fait, c'était qu'une armée de gens en Inde qui devaient revoir les vidéos et qui étaient sans doute sous-payés. Voilà, c'est vraiment, moi ça m'a fait penser vraiment à la même veine que la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est-à-dire on vous fait croire que vous allez pas travailler, on vous fait croire que vous allez gagner du temps, mais c'est juste qu'il y a des personnes à l'autre bout du monde avec des salaires moins élevés et avec un taux de change qui est en faveur de la personne qui les embauche, qui vont au final faire le boulot à votre place. Et bon, c'est un peu dommage, mais moi ça me fait vraiment penser à du néocolonialisme. J'ai aussi lu un article qui s'appelle Changement de paradigme sur le blog de Plume. C'est un article qui m'a beaucoup parlé, notamment sur l'accélération des révolutions et de la révolution Internet depuis quelques années. C'est un peu la course à l'échalote. On voit qu'il y a plein de technologies qui sortent, la blockchain, les NFT, l'IA, etc. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment d'application pratique ou de business model vraiment défini pour ces nouvelles technologies. Donc on sort des technologies qui sont sur le papier, des technologies qui peuvent servir et qui sont des sujets de recherche, mais tout de suite, les industries s'en emparent pour essayer de vendre des choses qui n'ont pas vraiment de réponse à un besoin. D'ailleurs, dans la même série et sur le même blog, le blog de Plume toujours, il a sorti un article qui s'appelle de la merdification des choses. En fait, il explique le terme merdification, et c'est un article que j'ai beaucoup aimé. Ça parle vraiment du délitement de la société, des mécaniques derrière les milliers de startups qui poussent des services Uber à gogo. En gros, l'idée maintenant, c'est plus avoir de boîtes qui soient rentables ou qui répondent à un besoin ou qui font des produits qui sont pratiques, mais c'est d'avoir des boîtes qui sont assez visibles pour pouvoir être rachetées rapidement pour un maximum d'argent. Et en fait, on va se retrouver comme dans la crise de subprime où les gens vont acheter un package de start-up, essayer de faire monter un petit peu l'action, la revendre encore plus cher, et ainsi de suite, comme une pyramide de Ponzi. À la fin, quand il va falloir rembourser, on va se retrouver avec des gens qui vont juste faire exploser la bulle, quoi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça m'a beaucoup parlé. Dans les choses un peu incroyables aussi qui ont eu lieu cette semaine, j'ai lu toute une série de toutes sur la faille XZ de Linux et je vais essayer de vous en parler. L'idée c'est quoi ? C'est qu'on a un package open source XZ qui est utilisé dans une grosse librairie open source, OpenSSH, qui sert partout dans tous les systèmes Linux. OpenSSH, c'est une façon d'échanger des clés sécurisées de connexion pour accéder en ligne de commande ou via des explorateurs à des serveurs. On va faire simple. En gros, ça vous permet d'avoir un protocole sécurisé pour vous connecter sur un serveur et avoir les accès sur le serveur.
Donc c'est vachement pratique quand vous administrez vos serveurs, etc. Sauf que là, donc on a un petit package XZ, maintenu par un seul développeur. Ce développeur, donc, on lui remonte des bugs, des trucs, etc. Il fait ça bénévolement, la nuit généralement. Au bout d'un moment, il y a d'autres personnes, notamment une certaine personne, Duan, qui propose de plus en plus de modifications de code pour corriger des bugs. Très bien. Une partie des gens qui postent les bugs fait aussi pression pour que le développeur principal donne plus d'accès à Duan. Très bien. Et donc ça s'est fait sur 2 ans et demi. Au bout d'un moment, Tian Juan quelque chose devient en gros le mainteneur du projet principal et remplace le développeur historique. Et c'est là qu'on s'aperçoit que sur les dernières versions que cette personne a poussé et a réclamé à ce qu'on fasse les mises à jour, pas dans le code en direct mais dans la génération du package, il y a une backdoor, donc une porte dérobée qui permettrait d'accéder en fait à tous les serveurs qui utilisent ce package. Sauf que comme j'ai dit, ce package il est utilisé par OpenSSH qui est déployé dans tous les serveurs Linux et dans beaucoup d'autres applications. Donc c'est une backdoor qui serait énorme et qui donnerait l'accès à vraiment tous les serveurs sur Internet. Et ce truc-là a été monté sur plus de 2 ans, pratiquement 2 ans et demi. Et donc, beaucoup de personnes qui s'interrogent, en fait, sur quelles organisations de hackers ou de pirates ou quel gouvernement même pourrait et aurait les moyens de faire ce genre de choses sur la durée, parce que on imagine bien que c'est pas un acte isolé d'une personne qui a fait ça pendant 2 ans et demi. Donc beaucoup de personnes s'interrogent de savoir qui est derrière cette faille et qui aurait pu effectivement casser Internet, on va dire. Voilà, la question derrière, c'est qu'est-ce que font aussi les grosses sociétés qui utilisent ces packages open source? On l'avait vu aussi il y a quelques années avec la faille Log4j. Il y a plein de logiciels payants, etc., avec des grosses licences, voire du Microsoft qui utilise de l'OpenSSH, etc., mais qui, au final, se retrouvent dans des problématiques à cause de ça. Pourquoi? Parce que l'open source, c'est basé essentiellement sur du volontariat, des gens qui maintiennent les packages de manière bénévole, et que les grosses sociétés pillent sans vergogne et se servent sans vergogne de ce genre de choses. Amazon a déjà eu pas mal de problèmes là-dessus. Free avait eu des problèmes sur l'OS de sa Freebox là-dessus. Et on s'aperçoit qu'en fait, les sociétés pillent l'open source sans jamais réinvestir, sans jamais redonner un essor à l'open source et aux développeurs. On se retrouve avec des grosses boîtes qui, au final, peuvent s'écrouler parce qu'il y a une petite brique qui est maintenue par une personne. Il suffit que cette personne, je sais pas, qu'elle lui arrive un malheur, qu'elle se fasse shooter en traversant la roue. Et c'est fini. Plus personne ne peut mettre à jour ça. Et s'il y a une faille de sécurité qu'on découvre, c'est terminé. Dans les autres choses que j'ai lues, un article qui m'a fait moins plaisir, on va retrouver un petit peu la faille Log4j, mais c'est un article sur la fin de Talend Open Studio. Donc au début, je me suis dit, tiens, le monde informatique va proposer un article pour montrer les alternatives qui existent. Et au final, non. C'est juste le responsable produit de Talend chez Click maintenant qui raconte un petit peu pourquoi ils ont mis fin à Talend Open Studio, disant que la communauté n'était plus investie, que la faille de sécurité Log4j avait donné une mauvaise image parce que leur version payante était mise à jour pratiquement directement, alors que la version gratuite open source, justement Open Studio, n'avait été mise à jour que 6 mois après parce qu'il sortait que 2 releases par an et donc ça avait donné une mauvaise image. Moi, j'y étais, sur la fac Log4j, j'étais en société de service, j'ai déployé du Talend et avec des problématiques pendant la faille Log4j, et non. Talend n'a pas résolu le problème en 2 secondes. Talend n'a pas proposé de patch directement. Talend a mis plus d'1 mois et demi pour proposer quelque chose de stable. Donc, voilà, c'est pas ça qui va donner une mauvaise image de la marque. En gros, cet article est juste une espèce de justification sur pourquoi on a arrêté la version gratuite et pourquoi vous devez maintenant payer des licences, qui est absolument sans fondement. C'est un article qui m'a un peu énervé. J'ai écouté l'épisode de Tech Café, nouvelle explosion de Starship, nouveau succès. Un épisode de Tech Café qui est très orienté espace. On a vraiment l'impression que les promesses de base lunaire ou martienne sont plus réalistes qu'il y a même 5 ans. C'est assez incroyable les progrès qu'on a fait en termes de conquête spatiale, en fait.
On avait l'impression que c'était un peu au point mort et là, ça s'est déployé à une vitesse folle. Sinon, cette semaine, j'ai continué à travailler sur Radio Campus Academy, donc les petites annonces radio qui sont déployées sur le Discord de la JDR Academy. Et j'ai aussi écrit un petit article de blog parce que oui, vous allez le voir, cette semaine, j'ai aussi testé une nouvelle application qui s'appelle Ghost, qui est un CMS de blog et je l'ai déployé avec Picapods. Donc c'est en cours de test pour le moment. Je vais essayer de voir si je lance le blog ou pas, si je rajoute une newsletter derrière. Enfin, pour le moment, je suis assez content. C'est simple, c'est efficace. Je vais vous partager l'article dans les notes de l'épisode. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et sinon, cette semaine, j'ai continué à jouer à Balatro. Balatro, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Là, je suis arrivé à débloquer la difficulté orange, donc ça doit être la dernière ou l'avant-dernière difficulté. Donc, je trouve que je suis plutôt content de moi. Et j'aime beaucoup les mécaniques de roguelike ajoutées en fait à ces mécaniques de poker classiques. La possibilité justement de casser le jeu et de casser les mécaniques de poker classiques et de créer des mains qui n'existent pas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager le podcast si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Si vous ne le trouvez pas dans vos plateformes de podcast préférées ou dans vos applis de podcast préférées, n'hésitez pas à me contacter sur Mastodon. J'essaierai de faire le maximum pour que ce soit disponible. Et je tenais à remercier Rod la Nuit qui est un peu à l'origine du post de cette semaine avec le tout qu'il m'a envoyé. Donc merci à toi Rod la Nuit. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.